Bienvenue, nous sommes le vendredi 10 avril, à la une du 12 minutes. Une messe célébrée en tout petit comité à la cathédrale Notre-Dame de Paris. 7 personnes seulement pour un vendredi saint particulier. Il y a près d'un an, le 15 avril 2019, le plus célèbre monument de la capitale française était ravagé par un incendie. Depuis, l'enquête piétine et les travaux ont pris du retard. Le confinement dû au coronavirus a plongé le chantier du siècle dans le sommeil. Les négociations ont été longues et difficiles, mais les 27 pays de l'Eurogroupe ont fini par trouver un accord. L'Union européenne débloque une aide immédiate de 540 milliards d'euros pour lutter contre la crise du coronavirus. Une aide qui repose sur 3 enveloppes, jusqu'à 240 milliards d'euros de prêts du fonds de secours de la zone euro, un fonds de garantie de 200 milliards d'euros pour les entreprises. Les 100 milliards restants soutiendront le chômage partiel. Pas question pour autant de mutualiser la dette. Les Pays-Bas et l'Allemagne refusent de mettre en commun les dettes européennes. Paris salue néanmoins un excellent accord. C'est un excellent accord, d'abord parce qu'il marque l'unité des États européens. Je pense que c'est important de marquer cette unité dans la période de crise. Et c'est un excellent accord parce qu'il permet de dégager immédiatement 550 milliards d'euros pour financer toutes les économies de l'Union européenne, et en particulier celles qui ont subi le choc de la manière la plus violente, l'Italie, l'Espagne, toutes celles qui ont besoin de soutien collectif de la part de l'Union européenne. La Russie en ordre de bataille contre le virus. Une armée de plus de 11 000 ouvriers a débarqué dans ce champ à 70 km de Moscou. Ils ont 3 semaines pour y établir un hôpital d'une capacité de 650 lits de réanimation. Des affiches très soviétiques encouragent ces travailleurs qui s'activent 24 heures sur 24. C'est le vice-maire de Moscou qui supervise en personne cette gigantesque opération. Nous sommes prêts. Si le virus nous attaque, Moscou et la Russie seront prêts à riposter. Nous construisons un hôpital pour 1300 médecins. Ils s'installeront ici pendant le temps qu'il faudra pour lutter contre le virus. Cet hôpital de crise doit soulager le Kommunarka, le premier hôpital à avoir accueilli des patients atteints du Covid-19. Denis Protsenko, son médecin-chef, y a accueilli Vladimir Poutine le 26 mars dernier. Nous nous préparons à 2 scénarios. Un scénario asiatique où l'épidémie se calme vite et un autre scénario à l'italienne où le nombre de cas augmenterait très rapidement. Il est très important d'être prêt en cas d'explosion de l'épidémie. Quelques jours plus tard, le médecin contractait lui-même le Covid-19. Depuis, il est devenu un héros national, le médecin le plus connu du pays qui, depuis son bureau, continue à coordonner la lutte contre la pandémie et à suivre l'avancée du chantier du nouveau centre hospitalier. Il y a urgence, car chaque jour, le Kommunarka accueille de nouveaux malades. Ils sont déjà plus de 400. D'autres hôpitaux de Moscou, moins modernes et moins équipés, sont débordés par l'afflux de patients. Selon les statistiques officielles, il y aurait plus de 8000 personnes infectées dans la capitale russe. Le pays compte 94 morts, dont 50 rien qu'à Moscou. La ville de plus de 12 millions d'habitants est confinée depuis 10 jours, figée dans l'attente. Le coronavirus peut-il réussir là où la diplomatie a échoué? Au Yémen, la pandémie mondiale laisse entrevoir un espoir de paix dans le pays. La coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite a décrété 2 semaines de cessez-le-feu avec les rebelles houthis. Une trêve fragile que la population accueille avec espoir tout en restant prudente. Nous ne considérons pas ce cessez-le-feu comme une véritable trêve. 2 semaines ne suffisent pas. Nous espérons un arrêt complet de la guerre. Tous ces cessez-le-feu partiels de 1 ou 2 semaines, ils sont dénués de sens. D'autant plus que sur le terrain, les combats n'ont jamais vraiment cessé. Après plus de 5 ans de guerre, les rebelles houthis apparaissent comme les vainqueurs du conflit. Maîtres de la capitale Sanaa et des régions peuplées de l'ouest du pays, ils attendent de véritables concessions de la part de Riyad et rejettent le cessez-le-feu. Notre position est très claire. Nous appelons à mettre un terme à la guerre et de manière permanente. Ce qu'a annoncé l'Arabie saoudite n'est pas une annonce de trêve, c'est une annonce de poursuite de la guerre. L'Arabie saoudite refuse toujours de lever le blocus et encore moins de s'avouer vaincue. Au Yémen, les humanitaires mettent en garde. Officiellement, il n'y aurait qu'un seul cas de contamination, mais les conséquences de la propagation du virus pourraient être désastreuses.
Ce cessez-le-feu pour les 2 prochaines semaines arrive à un moment très important. Après 5 ans de guerre, les 3/4 de la population du Yémen ont besoin d'une forme d'aide humanitaire ou de protection. L'ONU et la communauté internationale veulent croire à cet espoir de paix. Les négociations entre les rebelles houthis et les autorités saoudiennes n'en sont qu'à leur début, mais une chose est sûre, pour faire taire les armes au Yémen, le coronavirus ne suffira pas, il faudra bien plus que de simples mots. L'impact de l'épidémie sur la vie quotidienne en Haïti n'est en rien comparable avec ce que peut aujourd'hui connaître la France ou encore des villes comme New York. Ici, aucune mesure de confinement n'a été prise par les autorités. Certes, l'activité est quand même réduite car les écoles sont restées fermées depuis 3 semaines. Les églises également sont fermées car aujourd'hui, tout rassemblement de plus de 10 personnes est déclaré comme étant interdit. Les banques, elles, ne restent ouvertes qu'en matinée et les administrations publiques comme les entreprises privées ont généralement réduit leur personnel et ont converti les employés qui le pouvaient au télétravail. Maintenant, le grand problème est pour la majorité de la population qui survit au quotidien grâce au commerce informel. Ces habitants n'ont d'autre choix que de sortir pour survivre et donc chacun continue d'étaler sa marchandise sur les trottoirs de la capitale. Pour faire face, l'État a bien essayé de faire des distributions de denrées alimentaires dans les quartiers les plus pauvres, mais par manque de ressources, ces distributions sont insuffisantes. Ça ne suffit à nourrir une famille que pour quelques jours et donc dans ces conditions-là, face au coronavirus, l'idée d'un confinement total de la population serait difficilement applicable en Haïti. C'est le bidonville le plus célèbre d'Asie. Des ruelles étroites, surpeuplées, popularisées par le film Slumdog Millionnaire. 1 million d'habitants vivent ici dans des conditions insalubres. Le Covid-19 a déjà fait plusieurs victimes. Les autorités craignent désormais que le bidonville de Dharavi ne devienne un gigantesque foyer infectieux. Qu'est-ce qu'on peut faire à part désinfecter nos maisons et rester enfermés dedans? Pour les autorités, c'est maintenant une course contre la montre, ralentir la propagation du virus coûte que coûte. Les habitants sont appelés à rester chez eux, mais avec près de 300 000 personnes par kilomètre carré, la tâche semble impossible. Il n'y a que ces barrières en plastique pour ralentir le flot de passants. Au vu de la population, ici, le nombre de cas va augmenter, c'est sûr. Et si ça continue à grossir, le périmètre de la quarantaine va devoir être étendu bien plus loin que le bidonville. Respecter les règles de distanciation sociale, maigre précaution, alors que dans le bidonville de Dharavi, jusqu'à 100 personnes partagent les mêmes douches et toilettes publiques. Esther a 13 ans et c'est son cousin qui l'a conduit aujourd'hui dans les locaux d'une association d'aide à l'enfance et à la jeunesse de Kinshasa. Voilà 2 semaines, elle a été victime dans son quartier d'un viol collectif par une bande de 5 garçons. Ils étaient en groupe. Ils m'ont attachée et m'ont amenée dans un tunnel du quartier. Ils m'ont bâillonné la bouche pour que je ne puisse pas crier. Ils m'ont demandé pourquoi je n'aime pas coucher avec eux et je leur ai dit que je ne pouvais pas le faire puisque je suis une mineure. Le supplice d'Esther a duré 3 heures. Sa famille l'a conduit à l'hôpital, puis a porté plainte. Et le meneur a été arrêté. Mais dans une ville en lutte contre l'épidémie de Covid-19, le travail des autorités est empêché et le violeur présumé a été remis en liberté. Ça nous fait extrêmement mal et nous voulons que la justice soit faite. Kinshasa est partiellement confinée, les écoles sont fermées. Depuis, l'association Lisadel, Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants, étudiants et élèves, constate la recrudescence des viols sur mineurs. Elle propose conseils et aide juridique, mais doit constater que pour l'instant, le travail de la justice est en suspens. Après ce phénomène de coronavirus, on pourra revenir sur les dossiers. On suspend la démarche avec espoir qu'après ce phénomène, on pourra de nouveau relancer les dossiers au niveau des institutions pour que la sanction puisse être prise à l'endroit de tous ces jeunes gens. En attendant, Joseph Godé-Kayembe demande aux autorités de sensibiliser les familles à la gravité de la situation. Après Esther, une autre jeune fille se présente au bureau avec ses parents. Elle a 9 ans.
Les amis, coucou, c'est Nash. Je suis heureuse de vous retrouver sur TV5 Monde aujourd'hui. Voilà, donc je vais vous raconter un peu ce que je fais depuis le début du confinement. Je lis plein de trucs en ce moment. Alors moi j'adore la BD, donc je me suis procuré le nouveau Pénélope Bagieux, j'adore ce qu'elle fait. Donc voilà, j'avais lu de Les Culottées déjà et j'adore. Je relis aussi Le pouvoir du moment présent parce que je pense que c'est le bon moment pour lire ça. Voilà, pour arriver à se recentrer un peu sur l'important et l'importance des choses et voilà, donc ça c'est une bonne lecture. J'ai commencé ce livre que ça faisait très très longtemps que j'avais envie de le lire. Des orientales et voilà, c'est super. Voilà, j'ai commencé et j'adore. Je finis aussi ça. Voilà, Mona Chollet. Très 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 intéressant, très inspirant aussi. Et voilà. Et puis sinon, voilà, y a les petits classiques que je me refais aussi. Et voilà, François Tcheng aussi, j'adore, c'est un poète, écrivain, contemporain, c'est super beau. Et j'ai donné un rendez-vous aussi tous les soirs à 19h19 sur Instagram où je partage un moment avec un artiste ou une artiste amie que j'aime. Voilà, tous les soirs, donc je l'ai fait avec Jeanne Chéral, avec Louis Chédid, avec plein de gens. Il y a Ron Herman et tout ça, et voilà, c'est tous les soirs. Donc ça, c'est aussi un petit moment où je peux me connecter un peu aux gens et puis surtout pas perdre le lien entre les artistes, quoi. Ça nous arrive de chanter ensemble et de jouer ensemble, donc c'est assez cool. Et voilà, et puis sinon le clair de mon temps je le passe devant mon piano à jouer. Donc d'ailleurs je vais vous faire une petite chanson si vous voulez avant de se quitter. Enfin libéré, poids plume, cœur léger. S'emporter par la vie, je laisse le poids, dépose les armes, vote mes lois et sèche mes larmes, je brise la glace.